Être parent, aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Être parent aujourd'hui, une émission radio imaginée et réalisée par le média Les Défricheurs. Un moment dédié à l'éducation positive et la parentalité pour s'informer, prendre du recul et déculpabiliser face aux défis quotidiens de la vie de parents de notre époque. Que vous soyez des parents solos, séparés, une famille recomposée ou tout simplement un parent souhaitant mieux accompagner son enfant à grandir dans la bienveillance et l'écoute, alors restez avec nous. Pour cette 4e émission, on abordera le thème du sucre dans l'alimentation des enfants. Faut-il le considérer comme un allié ou un ennemi ? Nous sommes aujourd'hui à la maison de la petite enfance du Nehof. Merci d'ailleurs à elle de nous accueillir. Je suis Noémie Durville et j'ai le plaisir d'animer cet échange. Commençons. Être parent, aujourd'hui. Le sucre est partout, dans les goûters, les céréales du matin, les jus de fruits et même dans les aliments que l'on ne soupçonne pas. Plaisir gustatif, source d'énergie, mais aussi facteur de risque important de surpoids, d'obésité et de caries dentaires. Le sucre suscite de nombreuses interrogations, notamment lorsqu'il s'agit de la santé de nos enfants. Pour mieux comprendre les effets d'une alimentation excessive en sucre et découvrir des alternatives pour une alimentation équilibrée et saine pour le bien-être de l'enfant, nous sommes en compagnie de 2 invités, Sabine Chemouni, chirurgienne dentiste et coordinatrice du Centre Santé Dentaire de la ville de Strasbourg, et Marie Druard, diététicienne à la Maison Sport Santé de Strasbourg. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer avec vous, Marie. Pour le rappel, donc, comme je viens de le dire, vous êtes diététicienne et vous êtes dans la structure Maison Sport Santé de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous présenter un petit peu ce que c'est, les actions, le programme, ce qui s'y passe ? La Maison Sport Santé de Strasbourg, c'est un groupement d'intérêt public qui regroupe en fait 2 dispositifs. Un qui s'appelle Sport Santé sur ordonnance, ça c'est le versant pour les adultes qui proposent de l'activité physique en fonction de certaines pathologies. Et moi je travaille pour NutriMove Plus, qui est un dispositif qui s'occupe des enfants en surpoids et obèses sur la ville de Strasbourg, avec un programme d'ETP, donc c'est de l'éducation thérapeutique du patient. En gros, ça veut dire qu'on a une approche globale et holistique de l'enfant et de sa famille, avec un médecin, une infirmière, un éducateur sportif, psychologue et donc des diététiciennes. Donc on propose des ateliers pratiques, des ateliers théoriques, une prise en charge individuelle, en fonction des besoins de l'enfant et de sa famille. Merci, très belle présentation. On va maintenant un peu se concentrer sur le sucre, c'est un peu le grand thème de ce jour. Est-ce que... Donc d'un point de vue alimentaire, plutôt, on a souvent quand même tendance à penser que le sucre, ça va favoriser l'obésité, ça va favoriser le diabète, ça va aussi parfois faire de l'hyperactivité chez les enfants, donc qui ont du mal notamment à contrôler leur consommation d'aliments ou de boissons sucrées. Est-ce que vous, en tant que diététicienne, c'est quoi votre point de vue en fait sur cette question ? Il faut rappeler quand même que le sucre, c'est à la base l'énergie en fait des cellules de notre corps. Si on n'avait pas ce goût inné pour le sucre, le petit enfant il irait pas vers le sein de sa mère. Donc ce serait un petit peu embêtant et on ne serait plus là pour en parler. Donc en fait, il y a sucre et sucre, j'ai envie de dire. Vous avez donc des sucres qui sont naturellement présents dans les aliments, puis vous avez les sucres ajoutés, vous avez les produits sucrés, les gâteaux, ce que vous avez dit, les céréales, etc. Puis vous avez aussi le sucre qu'on ne voit pas, qui est rajouté dans, des carottes râpées, des sauces tomates, ce genre de choses. L'idée, c'est de ne pas priver l'enfant, de ne pas interdire quoi que ce soit. C'est d'avoir toujours une consommation raisonnée. Donc on revient toujours avec l'équilibre et la variété. C'est un petit peu pénible parce que je n'ai pas de solution magique à vous proposer. Donc oui, le sucre peut favoriser l'obésité. Il y a des études qui le démontrent. L'hyperactivité, ça n'a pas été démontré, etc. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que dans l'obésité, si vous n'avez pas un facteur génétique de base, vous ne ferez jamais devenir un enfant qui n'est pas programmé pour être un peu gros. Voilà, d'ailleurs, on l'a tous vu, vous avez des enfants qui consomment énormément de boissons sucrées, de sucre, de produits du grignotage que vous voulez, et qui ne deviennent pas gros. Donc il y a une différence entre, si vous voulez, le poids et puis la santé. Nous, on travaille donc avec des enfants qui, à un moment, sont programmés pour être obèses, gros ou obèses. Et l'idée, c'est de leur donner une alimentation qui va leur permettre d'être en bonne santé. Donc évidemment, on ne va pas conseiller les grignotages, on va réduire les produits sucrés, on va surtout les encadrer avec d'autres choses pour en faire des repas complets. Mais l'idée n'est pas du tout d'enlever le sucre de l'alimentation. Et c'est quels aliments, au final, qui contiennent peut-être le plus de sucre, qui auraient... C'est pas tellement une question de quantité de sucre. Si vous faites un cookie maison, il y a des chances qu'il y ait autant de sucre que dans un produit industriel.
En revanche, ce qui va se passer, c'est que dans le produit industriel, vous allez avoir des additifs, vous allez avoir des agents cosmétiques et économiques, vous allez avoir plein de petites choses comme ça qui vont faire que le produit est extrêmement palatable, on appelle ça, c'est-à-dire il est très, il fait beaucoup de bien au cerveau, dans la bouche, etc. C'est souvent très mou, ça s'avale très vite, et on n'a pas beaucoup de nutriments intéressants à l'intérieur. Donc c'est moins que la quantité de sucre, ça va être la qualité de l'aliment. Un cookie maison, vous allez sans doute en manger moins qu'un cookie industriel, parce que voilà, il n'a pas été étudié pour qu'on ait cette espèce de truc de reviens-y. Et est-ce qu'il y a cette catégorisation de bons sucres, mauvais sucres, ou de bons aliments et mauvais aliments ? Alors, il n'y a pas de bons sucres et de mauvais sucres. Tous les sucres sont naturels. Mais par contre, on va faire la distinction, effectivement, entre le naturellement contenu dans et puis le sucre ajouté. Et surtout, nous, ce qu'on n'aime pas, c'est les sucres cachés. Quand vous mangez un cookie, vous savez que c'est sucré. Quand vous mangez une salade de carottes et qu'on a rajouté du sucre dans la sauce et qu'en fait, vous avez plein de consommation de ce genre de produits dans votre journée, en fait, c'est là tout d'un coup, on explose les seuils. Mais au-delà, parfois même des produits sucrés, moi, ce qui va plutôt m'alerter, c'est la consommation d'aliments ultra transformés. Donc, on en revient à ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire, c'est toutes ces petites choses qu'il y a autour qui vont faire que les aliments, en fait, vont être très vite digérés. Le corps n'a pas ce qu'il veut en termes de protéines, d'autres macronutriments à côté. Et en fait, votre corps, il va à un moment vous demander d'en manger plus pour avoir ces macronutriments parce que lui, les calories, en fait, il s'en fiche. À un moment, il préfère avoir un surplus de calories et avoir un bon taux de protéines. Donc, l'idée, ça va être d'avoir une alimentation qui va les contenir, mais on va essayer de pas trop en consommer, pas trop souvent, ou alors de bien les entourer. Et c'est quoi peut-être les conseils de bien entourage ? Au début, vous disiez que c'était peut-être un peu compliqué, vous n'aviez pas de solution miracle, mais est-ce que c'est de l'entourage une alimentation donc moins transformée, un entourage peut-être plus du fruit, du légume, du quelque chose moins ça va être déjà industriel finalement. Ouais, ça va être on peut manger des produits industriels tous les jours. On peut. De toute façon, c'est la dose qui fait le poison. Là, je vous apprends rien. On peut en manger tous les jours, mais par exemple, quand on donne un goûter à un enfant, s'il y a un moment, par exemple, dans la journée, on va mettre des produits industriels, ça sera peut-être au goûter, justement, qui est plutôt un repas plaisir. Mais au lieu de donner un paquet de gâteaux, de lâcher l'enfant avec, on va plutôt réduire la dose de gâteau. On va lui en donner 2, 3, 4, suivant l'âge de l'enfant, et l'entourer, donc, avec un fruit et ou un laitage, un verre de lait, ce que vous voulez, peu importe. C'est-à-dire d'en faire un repas complet pour que l'enfant ait, en fait, un repas qui va lui servir à quelque chose, et qui du coup va le satisfaire, lui permettre d'attendre jusqu'au repas du soir. Après, par exemple, sur les petits déjeuners, là c'est un peu le même genre, c'est-à-dire qu'on va dire oui, pourquoi pas les céréales industrielles, on va bien les entourer. Maintenant, le petit déjeuner, c'est un autre repas qui est censé être un peu plus important. Alors, il n'est pas forcément obligatoire d'ailleurs, mais ça c'est encore une autre question. Moi, ce qui m'embête, si vous voulez, c'est plutôt le fait que l'industrie, en fait, dit aux parents qu'à un moment, des céréales du petit déjeuner font partie d'une alimentation équilibrée. Voilà. C'est-à-dire que oui, les AUT font partie, les aliments ultra transformés peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée, mais dire à un moment que les céréales du petit déjeuner vont vous apporter un taux de fibres correct, de vitamines, de machin, etc., ça c'est faux. Donc voilà, vous pouvez manger des céréales du petit déjeuner. Le problème, c'est que ça ne va pas forcément tenir très longtemps au ventre de l'enfant. Et l'idée, c'est de l'entourer aussi. Mais si vous mettez un jus de fruits avec, ça ne va pas marcher. Donc, il faut mettre un fruit. Et l'idée, c'est d'avoir donc les céréales du petit déjeuner avec peut-être un laitage et un fruit. OK. Sauf qu'en fait, vous manquerez peut-être de glucides complexes qui vont lui permettre en fait, de tenir bien la matinée. Donc, les céréales du petit déjeuner, très clairement, moi, je ne les conseille pas tous les matins. Alors qu'on peut manger des gâteaux au goûter tous les jours. Ouais, ça dépend un petit peu de où on se trouve dans la journée et ce qu'on va faire aussi, parce que quand on arrive au niveau du goûter, on a déjà totalement passé quasiment l'entièreté de notre journée, et c'est là où on peut décompresser un petit peu, alors que le matin il faut avoir l'énergie juste l'énergie pour que le cerveau fonctionne bien, qu'on fonctionne bien aussi. Alors il n'y a pas de moment où manger du sucre dans la journée en fonction des horaires. Par contre, par exemple, je sais pas, moi, pour les bonbons, et ma confrère dentiste ne dira pas le contraire, moi, je préfère largement qu'un enfant consomme des bonbons à la fin d'un repas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, de toute une alimentation qui va lui apporter plein de choses, plutôt que de façon isolée dans la journée. Et pas pour des questions de carie dentaire, d'ailleurs, aussi, mais vraiment pour des questions, en fait, de nutrition. L'enfant qu'il consomme à tel moment ou tel moment de la journée, peu importe. Vous avez aussi, par exemple, des enfants qui mangent très mal à la cantine. Donc là, le goûter, vous voyez, a une importance assez forte. Les enfants arrivent à 4h30, ils sont affamés. L'idée, c'est pas de ne pas nourrir l'enfant à ce moment-là, mais c'est justement pour le coup de lui
lui donner quelque chose qui va lui servir, pas trop non plus, pour qu'ensuite, au repas du soir, il ait encore faim. S'il consomme un paquet de gâteaux entiers et que du coup, il mange plus son steak et ses pâtes le soir, c'est contre-productif. Donc voilà, c'est vraiment, il faut avoir une vision un peu globale de la journée, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée et réagir en fonction de ça. S'il a mangé une danette à la cantine, une crème au chocolat, le soir à la maison, on va éviter de lui en redonner. Voilà, et on va aller sur un dessert plutôt simple, un yaourt nature aromatisé ou un fruit. Et à l'inverse, s'il a eu un dessert plutôt simple à la cantine, on peut lui donner quelque chose d'un peu plus sucré le soir. Et on a souvent entendu parler aussi de ce terme, notamment chez les enfants, d'addiction au sucre. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ? Alors, l'addiction au sucre n'est pas prouvée. Ça utilise les mêmes chemins neuronaux que du circuit de la récompense, que n'importe quel plaisir en fait, que vous avez dans la vie. C'est le fameux circuit dopaminergique. Elle n'est pas prouvée et d'ailleurs on n'a pas besoin d'augmenter les doses de sucre pour avoir le même plaisir, ce qui est pour le coup le cas avec les drogues. Donc il n'y a pas d'addiction au sucre. En revanche, les produits ultra transformés, pour y revenir, avec ce côté très mou, très... voilà. Il faut quand même savoir à un moment que les industriels, quand ils font leurs recettes, ils font passer des IRM aux gens qui sont en train de consommer ces produits-là. Et quand à un moment, vous avez tous les marqueurs qui s'allument dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on arrive au point de plaisir maximum. Et si on en rajoute un petit peu, du sucre, du gras, du sel, on passe dans le dégoût. Donc en fait, ils atteignent ce point maximum et c'est à ce moment-là qu'ils valident la recette. Donc, il faut quand même être conscient de ça. Mais je ne sais plus où j'en étais. Mais oui, voilà, qu'à un moment, en fait, quand on donne des produits industriels, il faut aussi arriver à réduire. Alors, voilà, quand c'est une fois de temps en temps, sur un anniversaire, on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, c'est pas très grave. Mais quand c'est du quotidien, c'est pour ça que c'est important, en fait, d'entourer ces gâteaux-là, quoi. Donc au final, c'est plus une question d'équilibre, si je devais un petit peu conclure avec vous. Oui. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pas de recette miracle, parce qu'on est toujours là avec l'équilibre et la variété. Mais en fait, il y a que ça qui fonctionne. Et méfiez-vous justement de tout ce qui vous propose des recettes miracles. Avec, voilà, on arrête les féculents le soir, on va perdre du poids, ou je sais quoi d'autre. Les carottes cuites, oh mon Dieu, les carottes cuites. Voilà, donc tout ce qui va en fait être dans les extrêmes n'est jamais bon. C'est comme les mots, le sucre c'est du poison, le danger, voilà. Ça doit vous alerter, vous dire qu'à un moment, c'est qu'il y a un problème dans le discours de l'influenceur ou de je ne sais pas qui va vous raconter ça. Et parce que le sucre reste nécessaire à ce qu'on est, quoi. Sans sucre, sans sucre, vos cellules ne fonctionnent pas, et notamment votre cerveau qui est glucodépendant. Donc ouais, c'est quand même un tout petit peu important, quoi. Ben merci. Je vais passer maintenant à vous, Sabine Chemouni. Donc, je le rappelle, vous êtes chirurgienne dentiste et aussi c'est responsable, coordinatrice du centre santé dentaire de la ville de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs commencer par me présenter ce que c'est D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et je remercie aussi ma collègue pour tout ce qu'elle a dit parce que je valide 100%. Donc le centre de santé dentaire de la ville de Strasbourg existe depuis plus de 100 ans, depuis 1902. Et il est constitué de 3 dentistes, 3 assistantes dentaires. Et il a pour mission de dépister les enfants des écoles maternelles et élémentaires de la ville de Strasbourg pour réaliser une sorte de veille de la santé bucco-dentaire. De faire de la prévention, évidemment, mais aussi des soins. Chaque année, on dépiste en moyenne 22 000 enfants, puisque c'est l'effectif des écoles maternelles et élémentaires de la ville. Et on fait des soins en moyenne, à peu près 600, parfois plus, d'enfants sont soignés au sein des 3 cabinets dentaires de la ville fixe, qui sont situés au Neuhof à l'école Reuss. Il y a un cabinet dentaire dans l'école. Ce qui est une vraie spécificité, à Strasbourg, ça n'existe nulle part ailleurs. Il y a un cabinet dentaire au centre médico-social de la Méno, là où je travaille, un cabinet dentaire à l'école Langevin à Cronenbourg, et un dentibus, qui est une structure mobile, tout à fait spécifique également, qui se déplace d'école en école, et cette année, il est situé à l'école Schongauer, à l'Elzo. Ben merci beaucoup. C'est vrai que c'est quand même assez particulier. Comment on arrive à se dire on va installer un cabinet dentaire dans une école ? Qu'est-ce qui s'est... On doit ça à un précurseur qui était le docteur Gessen. À l'époque où Strasbourg était allemande, ce monsieur a constaté que l'état des bucco-dentaires des enfants était véritablement catastrophique.
Et il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et son idée, c'était d'aller au plus près des enfants. Et où se trouvent-ils ? Dans les écoles. Et voilà. Et c'est de là que c'est né. Et ça a fait des petits. À une époque, il y avait beaucoup plus de cabinets dentaires. Et on est arrivé à un moment, il y en avait 13. À Strasbourg, dans pas mal d'écoles, il y avait des cabinets. Là, il en reste 3, plus un mobile. Mais il fonctionne, je dirais, à plein régime encore actuellement. Merci pour cette petite présentation. On va parler un petit peu d'ailleurs de cette santé bucco-dentaire qui est chez les enfants, qui est assez particulière. Donc là, à l'époque, c'était assez compliqué. On va voir tout à l'heure ce qu'il en est aujourd'hui. J'aimerais parler tout de même du sujet principal quand on parle de sucre et qu'on parle de dents, c'est la carie. Donc c'est l'un des impacts négatifs de la consommation du sucre. Auquel on pense peut-être pas forcément, on pense peut-être beaucoup plus, comme on a parlé avec Marie Druard, de tout ce qui est un petit peu autour sur la santé de l'enfant, mais la santé bucco-dentaire, c'est quelque chose d'autre. Est-ce que vous pouvez un petit peu, pour mieux comprendre quand même le problème de la carie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se crée et de quelle manière en fait la consommation du sucre en fait abîme les dents finalement ? Alors la carie... Pour résumer les choses, alors je vais quand même utiliser un petit peu des termes scientifiques pour que vous compreniez. La carie, c'est une maladie infectieuse. Donc, elle est liée à la présence de bactéries qu'on a tous dans la bouche. Et ces bactéries vont utiliser le sucre, les glucides, qui est partout dans l'alimentation, comme on le voyait. Donc, ils vont utiliser ces glucides pour avoir de l'énergie, comme j'explique aux enfants, et ça va leur donner des forces pour faire des petits trous dans les dents, parce que ces bactéries vont fabriquer de l'acide, et l'acide va provoquer l'érosion de la dent et l'apparition d'un petit trou qui va être d'abord au niveau de l'émail, et ensuite, si on ne fait rien, il va progresser, il va aller jusqu'à la dentine, et ensuite, il peut aller jusqu'à l'intérieur de la dent, donc la partie vivante de la dent qui s'appelle la pulpe dentaire. Et le problème avec la carie, c'est que ça ne se soigne pas tout seul. Et à partir du moment où la carie est là, elle va continuer à progresser, malheureusement. Si on ne fait rien, si on ne va pas chez le dentiste, ça va à un moment faire très mal. Et il y a un risque, évidemment, pour les dents de lait, mais aussi pour les dents d'adultes qui sont en dessous et qui se préparent, qui se font toutes belles. Donc si on ne soigne pas une carie chez un enfant, il y a un risque d'atteinte de la dent définitive qui est en dessous. Au final, c'est un peu un cercle qui n'est pas vertueux. Nous, on mange du sucre pour avoir de l'énergie et les bactéries mangent aussi le sucre pour avoir l'énergie pour faire les trous. C'est exactement ça. On est tous dépendants les uns des autres, mais ces bactéries, on peut aussi décider de moins leur donner de sucre et puis surtout de s'en débarrasser, ce qui est tout à fait faisable. Et c'est là que vient le rôle très important des parents pour mettre en place une hygiène bucco-dentaire dès le début de l'apparition des premières dents. C'est-à-dire que dès qu'il y a une dent, il faut commencer à brosser les dents. Alors une fois par jour, évidemment, sans dentifrice au début, parce que l'enfant ne sait pas cracher, mais dès qu'il y a une dent, on brosse les dents et nous, on participe aux consultations de jeunes enfants dans le cadre de la PMI pour donner ces conseils. Voilà, elle est toute petite, elle n'a même pas 6 poils, je crois, 6 touffes de poils. Et donc, on participe aux consultations de jeunes enfants en PMI pour donner les conseils de manière la plus précoce possible aux parents pour qu'ils apprennent à brosser les dents, à faire en sorte que ça fasse partie de la routine des enfants dès le plus jeune âge. Voilà. Oui, c'est donc pour prévenir la carie, j'allais y venir et vous m'avez devancé. Donc, le brossage des dents a commencé le plus tôt. C'est une question d'éducation, avoir comme vous avez dit, la routine. Donc, vous réalisez aussi tout de même donc, des pistages chez ces fameux enfants au sein de ces différentes écoles. Est-ce que vous avez aujourd'hui un constat à nous donner concernant tout ça ? Est-ce que ça va mieux ? Alors, bien sûr, ça va mieux qu'en 1902, où mes ancêtres, mes confrères et consoeurs faisaient un maximum d'extraction. Là, heureusement, ça a vraiment, vraiment diminué, mais on est bloqué là à un taux en moyenne 30% des enfants qui ont des caries non soignées en bouche. Alors, ces 30%, c'est une moyenne. Alors, ce qui est
ce qui nous préoccupe quand même beaucoup, et là notamment ici, c'est de constater que dans les écoles du centre-ville, on descend à un taux de 10%. Il peut arriver qu'on fasse des dépistages dans une classe où il n'y a aucun enfant qui a besoin de soins dentaires, aucune carie. Par contre, malheureusement, dans certains quartiers populaires de la ville, au Neuhof, à la Méno, à l'Elzo, à Cronenbourg, on a encore des taux qui avoisinent les 40, des fois 50% des enfants d'une classe qui ont des caries dentaires à soigner. Donc là, effectivement, il y a encore du travail à faire. Et donc, vous faites de la prévention. Alors, donc... oui, la prévention, bien sûr. L'information, déjà, le dépistage, il a pour but de prévenir les parents qu'il y a un problème et qu'il faut le prendre en charge. Et les parents ont tout leur rôle à jouer à différents niveaux. Donc, le brossage de manière précoce, le fait, comme ma consoeur disait, d'éviter les grignotages. Un bonbon, c'est mieux à la fin d'un repas qu'à n'importe quel moment de la journée. Le bonbon, c'est pas seulement celui-là qui contient le plus de sucre, mais aussi le ketchup, les chips qui sont sucrés aussi, par exemple, on n'en parlait pas. Voilà. Voilà, tous ces grignotages, la fréquence de l'apport alimentaire pose un problème, parce que dans la bouche, à chaque fois qu'on mange, eh bien, il y a un taux d'acidité qui augmente dans la bouche. Ce taux d'acidité, il est très 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 plaisant pour les bactéries qu'on a en bouche, parce qu'elles adorent ça. Et donc l'acide plus le sucre, les bactéries vont se mettre à travailler de plus en plus, et c'est là qu'on va avoir des problèmes. Donc la prévention, c'est le brossage, le matin et le soir, pendant 2 minutes, dès le plus jeune âge. Le brossage du soir étant celui qui est le plus important. Il ne faut pas l'oublier. Souvent, les parents se disent que c'est pas très grave si on ne brosse pas les dents le soir. C'est justement l'inverse. Il faut brosser les dents chaque soir, parce que durant la nuit, l'enfant dort, il ne parle pas, il ne mange pas. Le taux de salive qui est protecteur dans la bouche, la quantité de salive diminue. Et c'est là que peuvent apparaître les caries. Donc le brossage du soir, ne jamais l'oublier. Même si on est fatigué, on se brosse les dents. Et une fois que les dents sont brossées, on ne mange plus rien. Sinon, on recommence. Voilà. Et donc le brossage des dents, je disais l'hygiène et les grignotages à éviter. Évidemment, aussi, il faut penser aux boissons. Alors souvent, on ne pense pas aux boissons sucrées. La meilleure des boissons, c'est l'eau. L'eau nature, sans rien rajouter dedans, ni grenadine, ni menthe, ni rien du tout. De l'eau nature, ça doit être la boisson principale. Et exceptionnellement, lorsqu'il y a une fête, un anniversaire, comme vous disiez à l'instant, évidemment, là, bien sûr, tout est permis. Hein. Là, c'est bon, on peut y aller. On peut boire du Coca, on peut boire du Fanta, on peut boire de l'Ice Tea, on peut boire du Capri Sun. Mais toutes ces boissons-là, il faut bien avoir en tête qu'elles contiennent énormément de sucre. Dans une canette de Coca, il y a l'équivalent de 8 sucres. Alors, les enfants 8 carrés de sucre, c'est ça, oui. Oui, 8 carrés de sucre. Capri Sun, c'est pareil. Il y en a 5. Enfin, voilà. Toutes ces boissons, ça doit être des boissons exceptionnelles. La boisson, quand on a soif, c'est l'eau. Donc la prévention, on en a parlé quand même, que c'est le rôle des parents, mais on voit aujourd'hui que vous avez ramené une petite peluche assez particulière qui a l'air d'être plutôt à destination des enfants. Est-ce que vous pouvez Alors nous en parler un petit peu ? Je vous le présente. Il a de très belles dents, mais c'est un champion du brossage. C'est pour ça. Il suit tous mes conseils. Avec une brosse à dents comme ça, moi je vous dis. Ouais. Alors Elliot, en fait, on le met à contribution chaque fois qu'on fait des dépistages dans les écoles maternelles, c'est-à-dire que les 7000 et quelques enfants scolarisés en école maternelle à Strasbourg bénéficient chaque année d'une présentation, d'une animation avec Elliot qui leur montre comment bien brosser ses dents, qu'est-ce qui est bon pour les dents, qu'est-ce qui est moins bon pour les dents. Et il leur fait des grands sourires et les enfants adorent évidemment l'aider à se brosser les dents. Voilà. Et donc il y a une technique de brossage particulière. C'est quoi la meilleure manière de se brosser les dents ? Déjà, il faut les brosser. Premièrement, ça c'est déjà la meilleure chose. Alors que ce soit avec une brosse à dents manuelle ou une brosse à dents électrique, souvent là, de plus en plus, j'ai des petits même qui ont des brosses à dents électriques, c'est très bien.
Le système est très simple. On va faire, je mets comme un petit train. Imaginez que la brosse à dents, c'est comme si, c'est ce que je leur dis, c'est un petit train. Et les dents, ça représente les rails. Et donc, on fait 10 allers-retours de chaque côté. On brosse sur les dents qui ont des creux et des bosses, qui sont les molaires. Et on brosse évidemment aussi devant en faisant des petits cercles. Mais la méthode dépend un petit peu de l'âge. Elle se complique. Elle est un petit peu plus précise quand l'enfant est plus grand parce qu'il est plus capable de le faire. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que le brossage, obligatoirement, doit être supervisé par un adulte. On considère jusqu'à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on donne la brosse à dents, il ne va pas être capable de faire les choses correctement jusqu'à 8 ans. Il faut toujours lui montrer en tant que parent comment faire, le guider, mettre sa main sur sa petite main et lui indiquer les bons gestes à faire et être présent quand il se brosse les dents. Eh ben merci pour toutes ces informations sur la santé dentaire. C'est sûr que y en a des choses auxquelles il faut se souvenir. J'ai une dernière question juste pour vous deux avant de passer aux questions peut-être du public. Est-ce que vous, en mot de la fin, est-ce que vous considérez le sucre au final comme un allié ou un ennemi pour répondre un peu au titre de cette au titre de cette conférence? Alors, moi, j'aurais quand même tendance à le considérer en tant que dentiste comme... c'est pas mon copain, quand même, le sucre. Hein. Vraiment, j'ai du mal à l'aimer. Enfin, bien sûr, j'en mange moi aussi. Je dis aux enfants, moi aussi, ça m'arrive de manger des bonbons, évidemment. Mais pas tous les jours, vraiment, exceptionnellement. Ça doit être pour une occasion spéciale. Et le brossage et tout ce contrôle-là, finalement, pour avoir de bonnes dents, le parent est le plus grand allié des dents de son enfant. Et le sucre, oui, modérément, on va dire. Voilà. Mais est-ce que finalement, c'est peut-être pas le sucre qui est l'ennemi des dents, c'est le grignotage et l'absence de brossage? Bien sûr, évidemment. Parce que si vous mangez un petit peu de sucre et qu'on se brosse pas les dents juste avant le repas, même s'il n'y en a pas beaucoup, juste avant d'aller dormir, du coup, la carie peut s'installer quand même. Tout à fait. Donc finalement, c'est pas le sucre sur lequel il faut taper, c'est le trop. Tout à fait. Pas bien entouré, avec pas d'hygiène bucco-dentaire, etc. Mais Exactement. si le sucre, c'est une source de plaisir, c'est génial. N'enlevez pas le sucre de votre alimentation par pitié. Voilà. Gardez-en un petit peu. Puis tout dépend d'où il vient aussi. Hein. Comme dit, si c'est un sucre qui vient des framboises, de fraises, de pommes, tous ces fruits contiennent du sucre. Et c'est excellent, les fruits. Hein. Alors, le sucre, qu'il soit du sucre de table ou du sucre des fruits, c'est la même chose. En revanche, là, vous avez raison, c'est que le sucre dans une pomme, vous êtes entouré de fibres, vous avez des vitamines, et puis quand on mâche et qu'on salive, etc., on va justement avoir moins de sucre qui va se déposer sur les dents, y rester. Enfin, ça, vous allez confirmer ou pas, mais en tout cas, bien évidemment que mâcher une pomme, c'est cool pour les dents, quoi. Pas seulement ça, aussi c'est le fait que les bactéries l'utilisent de manière quand même différente. Ils préfèrent les sucres comme le glucose par rapport au fructose. Ouais. Ok. Ouais. Elles sont quand même, elles sont plus friandes de ça. Donc quand même, ça dépend. Ouais. Quel sucre? Sachant que dans les boissons sucrées, c'est du fructose qu'on retrouve beaucoup, justement. Donc en fait, je pense que vraiment le mot, c'est effectivement la modération, bien l'entourer. Et puis l'hygiène, et puis effectivement, de toute façon, les grignotages, ça, j'irai jamais vous dire que c'est cool, quoi. Oui, tout à fait, les grignotages. On dit non. Chez nous, on dit, quand on va voir les enfants, on leur dit que les dents, elles ont besoin de se reposer. De temps en temps, elles ne peuvent pas travailler en non-stop. Hein. Entre les repas, elles se reposent. Est-ce que vous avez des questions actuellement dans le public, peut-être à poser à notre diététicienne ou à notre dentiste? Oui, des questions ou des témoignages, des choses que vous faites ou que... Du coup, j'avais une question par rapport à l'addiction au sucre ou le côté quand un enfant mange trop de sucre, l'hyperactivité. Enfin, c'est vrai qu'on entend souvent un enfant qui mange trop de sucre, il peut être hyperactif. Enfin, voilà, c'est vrai que ça me questionne un petit peu parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas d'addiction au sucre reconnue. Il n'y a pas d'addiction au sucre reconnue. Pour l'instant, les liens entre hyperactivité et sucre n'ont pas été prouvés et ils ont même été, pour le coup, infirmés. Il peut y avoir des liens entre peut-être des formes d'hyperactivité et des additifs alimentaires, notamment des colorants, les fameux colorants rouges ou jaunes.
Faut faire attention parce que pour l'instant les études le prouvent pas. Faut pas faire la confusion entre une corrélation et une cause. Pour les histoires d'enfants qui mangent plein de sucre, généralement vous êtes dans des moments exceptionnels. Noël, ils mangent plein de sucre. Un anniversaire, ils mangent plein de sucre. Vous avez, j'en parlais avec un ami hier, une attente à l'aéroport. Il avait donné des bonbons à sa fille et du coup elle était hyper excitée, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que là, l'enfant est hyper excité parce que c'est Noël, parce que c'est un anniversaire, parce qu'il prend l'avion et qu'il attend 2 heures à l'aéroport et qu'il est petit et qu'il s'ennuie. Donc, en fait, c'est pas le sucre là qui provoque un enfant excité, c'est juste le contexte global. Donc, non, sur la majorité des enfants, il n'y a pas de lien, en tout cas, entre l'hyperactivité et la consommation de sucre. J'aurais une question également, mais plus par rapport au biberon du soir, celui avant le dodo. Alors, ce biberon, c'est dépendant de l'âge. Ma réponse, c'est dépendant de l'âge. S'il s'agit d'un nourrisson qui est tout petit, bien sûr qu'il est absolument utile, même le biberon de la nuit, évidemment, il est nécessaire. Maintenant, à partir d'un certain âge, je ne sais pas si vous voulez peut-être dire quelque chose à ce propos-là, mais en tout cas, à partir d'un certain âge, le biberon du soir va être toujours utile, par contre, celui de la nuit le sera moins. Et au fur et à mesure, le biberon du soir va être remplacé par un repas du soir, et il ne sera plus forcément très utile. Alors, par rapport au biberon, il faut bien, à un moment, il va falloir l'arrêter, parce que sinon, on se retrouve avec ce qu'on appelle des caries précoces du jeune enfant, qui sont ce qu'on appelle aussi les caries du biberon. Alors ça peut être pas seulement des caries du biberon, on peut aussi considérer que c'est des caries du sein ou de l'allaitement, même simplement des tétés, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant qui aurait à volonté, à tout moment de la journée, lorsqu'il est un peu fatigué, énervé, embêté, qu'on le mette au sein ou qu'on lui donne un biberon, ça correspond à un grignotage, c'est, même tout petit, c'est exactement ça. Et de grignoter toute la journée. Dans le lait, il y a aussi des sucres, et les sucres présents dans le lait vont être utilisés de la même manière par les bactéries, et on se retrouve avec des enfants qui, à l'âge de 3 ans, ont toutes les dents de devant qui sont toutes noires, énormes, vraiment avec des caries terribles. Ça peut provoquer même des infections qui peuvent provoquer... on peut être contraint d'extraire les dents de devant, et ces dents-là, les dents de devant, elles ne vont pas repousser avant l'âge de 7 ans. Donc, c'est vraiment un préjudice esthétique important pour un enfant. Donc, pour préserver ses dents, les tétés et les biberons, à un moment, doivent finir par être remplacés par une alimentation solide, enfin... Voilà. Et même si l'enfant vraiment a besoin de son biberon le soir pour s'endormir, à partir d'un moment, on peut aussi faire en sorte que le brossage se passe après le biberon. D'accord ? On brosse les dents après le biberon, et après, dans le biberon, si vraiment le biberon est nécessaire à l'endormissement, on peut mettre de l'eau dans le biberon. Voilà. Des fois, les enfants se réveillent aussi la nuit parce qu'ils ont soif, pas forcément parce qu'ils ont faim. Donc, le biberon, on peut, s'il est à côté dans le lit, on peut mettre de l'eau dedans. Juste pour je suis complètement d'accord avec tout ça. Le lait de croissance, c'est jusqu'à 3 ans. Et ça, on essaye de vraiment s'y tenir. Tant que l'enfant ne mange pas l'équivalent de 150 grammes de viande ou de poisson ou d'œuf par jour, c'est hyper important pour les protéines, et notamment le fer surtout. Donc le lait de croissance, c'est essentiel. Mais on n'est pas obligé d'endormir l'enfant avec son biberon. C'est-à-dire qu'à un moment, l'enfant va manger solide, il va boire son lait de croissance, ensuite comme n'importe... Et ça fait partie de l'éducation qu'on va donner pour qu'il l'ait plus tard. C'est-à-dire qu'on boit ça dans le salon, dans les bras de maman, papa, peu importe. Et ensuite, on va se laver les dents. Et c'est comme ça qu'on va installer aussi, vous me direz, ces bonnes habitudes-là. Donc endormir l'enfant avec le biberon, ça de toute façon, là, et ce n'est pas de rapport avec l'alimentation. En fait, là, on est vraiment dans un système éducationnel. Moi, je le dis souvent, de toute façon, l'alimentation, c'est une éducation comme une autre. C'est des choses qu'on va répéter inlassablement, tous les jours. Si vous voulez qu'un enfant et qu'un adulte se lave les dents, faut donner ces bonnes habitudes dès les premiers moments des dents et de la vie, quoi. Du coup, il n'y a pas de sucre, donc en termes de caries, on est protégé.
Ça peut être une bonne alternative sur des enfants ou même des adultes qui ont qui ont ces envies comme ça là de sucre, qui ont du mal à ne pas consommer de produits sucrés, etc. Généralement, nous on ne les conseille pas pour plusieurs raisons. Premièrement, ça entretient en fait le goût du sucre. On a aussi un peu des seuils. Plus vous allez manger des choses très sucrées, plus vous allez trouver que c'est pas assez sucré. Donc on essaye de limiter ça pour déshabituer l'enfant de ce goût constant en fait de sucre dans la bouche. Au niveau de l'aspartame, ce genre de choses, les études ne le prouvent pas encore. Mais il y a quand même des chances que ce soit pas gêne pour la santé globale. Alors il y a peut-être des risques de cancer. En tout cas, ça peut déséquilibrer le microbiote, etc. Donc ça peut être des bonnes alternatives de temps en temps. Ça peut être chez les adultes en fait une façon vraiment d'essayer de réduire son apport calorique de la journée, mais nous c'est pas quelque chose qu'on va conseiller. Dès le moment en fait où on respecte le fait de boire des boissons sucrées de temps en temps, tant qu'à faire qu'elles soient sucrées. Voilà. C'est-à-dire que puisqu'elle est de temps en temps. Maintenant, si l'enfant n'arrive pas à se passer et doit boire sa canette de coca tous les jours, sur certains, imaginez un enfant avec un trouble du syndrome autistique. Là, on va peut-être plutôt conseiller de l'aspartame pour éviter justement la surcharge en termes de calories, quoi. Donc ça va dépendre. J'ai oublié de dire une chose tout à l'heure par rapport au coca. Toutes ces boissons, même si ce sont des boissons effectivement avec de l'aspartame, l'acidité va rester. Et l'acidité provoque une érosion dentaire. C'est un peu différent comme mécanisme par rapport à celui de la carie, mais ça fragilise l'émail des dents. Se rincer la bouche après avoir consommé. Ouais. C'est très bien de se rincer la bouche. Oui. Et se rincer la bouche après avoir consommé, ouais. C'est comme si vous avez déjà renversé un verre de, je sais pas moi, de boisson sucrée ou quelque chose sur la table. La table, elle reste collante. Les dents, elles restent collantes. Elles sont recouvertes d'un film comme ça. Collant qui va rester et qui va être lavé d'une certaine manière du fait de se rincer la bouche. Bonjour, je me permets, je travaille dans une structure associative sur le Neof qui s'appelle le DACIP. Ça s'appelle le dispositif d'accompagnement collectif et individuel de proximité. Et je ne sais pas si je peux me permettre, parce que c'est des enfants, mais un peu plus grands. Donc c'est des jeunes qui ont entre 15 et jusqu'à 29 ans. On les accompagne en fait pour qu'ils puissent choisir en fait leur destin, pour les dynamiser dans l'insertion socio-professionnelle, etc. Donc on est présent sur 5 quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc Neuf-Minot, l'Elzo, Königshofen, Poterie, le quartier du Marais, les Écrivains et Lingolsheim. Et donc nous, ce qu'on remarque en fait avec les jeunes, qui sont encore des enfants, mais plutôt 4e, 3e, qui sont en échec scolaire des fois, et qui ont des problèmes en fait de stabilité dans l'emploi. Et nous, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont des addictions importantes par rapport à des substances et autres. Et aussi, c'est tout ce qui est boissons sucrées, tout ce qui est Red Bull, Dark Dog, etc. Donc Dark Dog, toujours accompagné d'autres choses, etc. Donc en fait, on a parlé d'addiction. Donc vous avez dit qu'il n'y a pas de lien direct, pas justifié, pas prouvé encore. Mais quand on fait de la sensibilisation avec eux, parce qu'on a des éducateurs spécialisés, on a des conseillers insertion pro, on a des animateurs socio-professionnels qui sont dans les équipes, on essaie de les sensibiliser sur la consommation et tout ce qui va avec. Et on avait vu un reportage aussi sur le sucre. Et c'est que quand ils avaient pris, par exemple, des souris en laboratoire, c'est qu'ils avaient... Donc je pense que tout le monde... Avec la cocaïne, c'est ça? Avec la cocaïne, c'est ça. Mais on n'est pas des souris. Non, mais c'est juste pour faire un comparatif. Ouais. Et c'est qu'on remarque beaucoup que... Vous avez dit, il faut consommer de l'eau. Je suis totalement d'accord, on ne peut pas être contre. Mais quels sont les risques et comment être en prévention, déjà dès le plus jeune âge? Parce que là, vous intervenez dans les écoles élémentaires, tout ça. Mais comment faire pour que la jeunesse, justement, parce que ça va être les futures mamans, les futurs papas, comment faire pour justement ne pas avoir ou restreindre un peu, diminuer les problèmes d'obésité, d'addiction,
Et quand ils mangent, par exemple, un sandwich dans un snack ou que sais-je, c'est toujours accompagné. Donc le sandwich est salé et la boisson, elle est toujours sucrée dans toutes les chaînes de fast-food. Et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, les jeunes, ils mangent vite, ils mangent debout, ils n'ont pas le temps, ils ont des problèmes aussi de budget. Donc automatiquement, la société, je ne vais pas dire que ça les pousse dans cette direction. Mais aujourd'hui, quelles sont les modalités ou quels sont les process qu'on pourrait mettre en place parce qu'on a des enfants, ils ont peut-être 5, 6, 7, 8 ans, mais ça va très vite. Ils vont aller au collège et après lycée. Et donc, ça va rentrer dans ce cycle-là aussi. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des conseils aussi pour nous aussi, en tant qu'interveneur social dans ce domaine-là? Je vous remercie. Vaste question. Pour l'histoire des souris et du sucre et de la cocaïne... oui, alors en fait l'histoire c'est que donc on a mis des souris qui appuyaient sur une petite pipette pour avoir on leur donnait donc de l'eau avec du sucre. Ensuite on leur a fait la même chose avec de l'eau avec de la cocaïne. Et ensuite on leur a présenté les deux. Et les souris choisissaient de l'eau avec du sucre. Donc on a brandi vous vous rendez compte, le sucre c'est beaucoup plus addictif que la cocaïne. En fait c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe c'est que les souris vont rechercher un plaisir immédiat. Le sucre va donner un plaisir, c'était des rats d'ailleurs, peu importe. Le sucre va donner un plaisir immédiat, ce qui n'est pas le cas de la cocaïne. Donc du coup voilà, c'était un peu ce phénomène-là. Donc ça a fait beaucoup parler. Et c'est là aussi que voilà sont sorties les histoires d'addiction. Pour reprendre, le sucre, nos cellules en ont besoin. On n'est pas obligé de le consommer sucre qui a le goût de sucre, vous voyez. Mais voilà, les féculents, ça reste de l'amidon qui sont en fait des chaînes de glucose. Donc le sucre, on en a besoin. Moi, ce qu'on voit en fait, le problème, c'est beaucoup plus les aliments ultra transformés. C'est-à-dire que vous allez quand même rarement voir quelqu'un qui est à fond en consommation de sucre manger du sucre blanc de table à la cuillère. Généralement, vous le mangez dans un produit qui est, comme par hasard, gras et salé. Même dans les gâteaux industriels sucrés, vous avez des ajouts de sel. Et les additifs et ce genre de choses qui vont, voilà, on reparle de la texture, le goût du produit avec plein d'arômes artificiels, etc. Donc c'est plus en fait ces produits-là qui vont créer cette espèce de demande un peu impérieuse qu'on a comme ça que le sucre en lui-même. Là, vous avez des gamins qui mangent pas de sucre. Par contre, c'est effectivement les fast-food, les tacos, je sais pas quoi, les chips et tous les produits salés d'apéritif. Et on se retrouve avec les mêmes problèmes. Pour l'histoire des boissons, en fait, ce que je veux dire, c'est que le véritable coupable, c'est pas le sucre, c'est les industriels et les politiques, du coup. Enfin, je veux pas faire du militantisme, mais si, parce qu'en fait, j'en fais. À un moment, voilà, il n'y a pas de législation, il y a très peu de législation en réalité. Oui, sur le tout petit enfant, ça c'est légiféré. Mais pourquoi ? Parce qu'à un moment, en fait, ça rapporte tellement d'argent. Donc on est là avec des campagnes du PNNS, manger, bouger, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, et vous regardez les rayons. La dernière fois, dans un supermarché, voilà, c'était la promotion du petit déjeuner. Vous savez, avec ces gros trucs en carton là que vous avez à l'entrée des hypermarchés, et les produits c'était du chocolat, des gâteaux, les barres de chocolat style, vous savez, les Milka fourrés là. En fait, vous avez pratiquement pas de farine à l'intérieur, et au-dessus vous avez marqué petit déj. Donc à un moment, comment voulez-vous en fait que les gens s'en sortent ? Donc pour vos jeunes à vous, pour répondre à votre question, à part faire de la prévention et d'essayer d'aller petit à petit, de semer des petites graines comme ça, voilà, moi j'ai pas de solution miracle. Et après il y a autre chose, c'est que vos jeunes ont l'air quand même particulièrement fragiles et abîmés. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler là-dessus, mais est-ce que faut peut-être avoir des priorités ? Alors travailler là-dessus évidemment. Mais finalement, si à un moment, on a une vie difficile, est-ce que finalement, c'est le gâteau le problème ? Je ne suis pas sûre, vous voyez ? Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, sur les boissons sucrées, effectivement, voilà. Moi, je veux bien venir faire de la prévention auprès de vos jeunes, si vous voulez. Je vais me permettre. Donc, mais après, faire un gâteau en famille avec les enfants et comparer ça en mangeant avec un carreau industriel, je pense que les enfants, même les adultes, peuvent se rendre compte de la différence. Tout à fait. Ça, on le fait en atelier, nous, effectivement. On fait comparaison. Des ateliers culinaires, je pense, comme solution aussi pour apprendre aux enfants à préparer eux-mêmes ces aliments, mesurer les quantités.
ça peut être aussi une manière de les montrer qu'il y a des qualités aussi, qu'ils méritent de la qualité au niveau de l'alimentation. Oui, tout à fait. C'est aussi retrouver un... Nous, on travaille beaucoup avec les enfants sur la sensorialité. C'est-à-dire que, voilà, on fait un atelier comme ça où on compare un cookie industriel à un cookie qu'on vient de faire à la maison, on compare les ingrédients, on le fait et ensuite on fait une dégustation avec les 5 sens. Comme ça, les enfants en fait se rendent compte de la différence. Donc ça ne veut pas dire qu'on leur dit tu dois préférer le cookie maison, mais juste qu'ils soient conscients en fait de ça. Et effectivement, plutôt que de faire de la théorie, leur dire c'est pas bien, leur faire peur, les ateliers culinaires, le plaisir de cuisiner ensemble, de manger ce qu'on a cuisiné, ça c'est des choses qui marchent bien, ouais. Sinon, j'avais une dernière question. J'imagine qu'avoir des dents abîmées depuis tout petit, ça impacte aussi sur l'estime de soi. Et surtout quand j'imagine, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? En tout cas, ce serait un argument de plus pour les parents pour faire attention aux dons des enfants depuis bébé. Bien sûr, c'est les enfants au sein d'une classe, l'enfant qui a des caries. Parfois, quand je suis dans la classe et que je dépiste, les enfants me disent mais lui, il a les dents toutes noires. Ah oui, ça fait de la peine, hein, c'est sûr. Hein, c'est terrible, un tout petit bout de chou de 3 ans, le pauvre. Donc oui, nous, on est là pour soigner dès le plus jeune âge. On essaye de conserver les dents au maximum, de faire en sorte que l'enfant retrouve un beau sourire. Vraiment, c'est très important. Et pour revenir sur votre question de prévention, notre rôle au sein des classes, notamment dès la maternelle, il se fait conjointement avec ce qui se fait maintenant dans les écoles. Il y a encore une quinzaine d'années, quand j'arrivais pour mon dépistage au moment du goûter, je voyais sur les tables de tous les petits de la classe une brique de quelque chose. Et il pouvait y avoir un paquet de chips, il pouvait y avoir des biscuits industriels, vraiment de tout, les barres chocolatées dont on parlait qui contiennent rien de bon. Et maintenant, à Strasbourg, cette collation du matin, ce goûter, cette collation a été encadrée et maintenant, je ne vois plus du tout ça. Alors, soit ce sont des goûters communs et la maîtresse distribue des fruits ou des légumes qu'elle aura découpés, soit les enfants ramènent soit des fruits, soit des légumes. Ça peut être des carottes en bâton, des concombres, ça peut être des bouts de pommes, des mandarines en ce moment, ou des fruits secs. Et les enfants sont ravis. Hein. Et ça, je pense, de toute façon, je le mesure, hein, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles on remarque quand même une réduction du nombre de caries chez les petits. Hein. Ça, c'est clair. C'est inévitable. Et en plus, d'un point de vue éducatif, les parents apprennent que d'abord leur enfant, ça leur a plu, il a mangé les fruits, il a aimé, la boîte revient vide, ils sont tout contents d'ouvrir leur petite boîte avec quelque chose qui a été préparé à la maison. Je pense que ça leur apprend aussi que c'est meilleur que quelque chose d'industriel et de tout prêt qu'on aura acheté. Eh bien, merci déjà pour ces témoignages, ces questions et pour vos réponses. Je vous indique aussi qu'il y a de la documentation sur la table au fond, juste à droite donc de la porte pour sortir, si vous voulez aller regarder ce qu'elles ont déposé. Et puis, c'est tout bon pour aujourd'hui. Merci aux intervenantes qui étaient là aujourd'hui. Merci donc à Sabine Chemouni et Marie Druard pour votre participation à cet échange concernant le sucre dans l'alimentation des enfants. Merci à vous, le public, de nous avoir écoutés et d'avoir posé des questions et avoir fait quelques petits témoignages. Sachez que ce cycle de conférences continue. On vous donne rendez-vous à la prochaine conférence qui aura lieu le 2 décembre. C'est cette fois-ci à la maison du projet de la Méno qu'elle se réalisera, cette conférence, et elle aura pour thème le jeu. Jouer avec ses enfants, pourquoi est-ce important? Donc on remercie enfin la Maison de la Petite Enfance du Neuf de nous avoir accueillis, et on remercie bien entendu nos financeurs dans le cadre du Contraville qui ont rendu possible ce cycle de conférences sur la parentalité et l'éducation positive. À très bientôt.
Être parent, aujourd'hui.